Regardez d'un peu plus près. Maintenant, je vais inviter Marilyn Abt à venir prendre la parole. Marilyn est infirmière à l'hôpital du Jura. Est-ce que tu... J'espère qu'il n'y a plus la minuterie. Ouais, c'est bon. Ok, ouais. Bonjour Donc, à tous. C'est bon, on entend? Vous l'entendez bien? Je voudrais tout d'abord remercier Jean-Paul pour me donner l'opportunité de présenter devant vous. Il faut que je me rapproche, oui. Mais essayez de parler doucement parce qu'en principe, quand je suis en intervention comme ça, je parle très vite. Un peu de stress aussi. Donc voilà, je remercie Jean-Paul vraiment pour me donner l'opportunité aujourd'hui de présenter mes travaux de recherche qui sont en fait le résultat d'une thèse en sciences infirmières que j'ai passée en 2016 auprès de l'Université de Lausanne. Donc vous voyez, c'est pour ça que je ne suis pas toute seule sur la dia à présenter ce travail parce qu'on était plusieurs. Il y avait mon directeur de thèse, Yann Nidam, et mes co-directrices, Jacqueline Wozinski et Diane Morin. Donc voilà, elles sont avec moi aussi là, pour la présentation de cette thèse. Donc, en ce qui concerne le plan de la présentation, je vais partir d'une problématique. Et ce qui m'a fait, moi, choisir ce sujet, les concepts sensibilisateurs, c'est une donnée qui n'est pas nouvelle pour vous, puisque ça s'inscrit dans ce qu'on a entendu ce matin de l'intervention de M. Jacob. La méthodologie que j'ai employée, les résultats, pour finir la discussion et puis une brève conclusion. Donc la problématique, je n'ai pas précisé que je venais de Suisse. Donc ma recherche, j'ai précisé oui puisque j'ai fait mon travail à Lausanne. Donc je travaille aussi en Suisse. Donc pour situer la problématique en Suisse, 5,3% des hospitalisations générales sont des hospitalisations liées à des troubles psychiatriques. Et sur l'ensemble de ces hospitalisations psychiatriques, plus du tiers sont en fait sous contrainte. Et puis je vais tout de suite vous dire comment ça se passe en Suisse pour une hospitalisation sous contrainte. Et selon l'Observatoire suisse de la santé, l'OPSAN, en fait, il y a une augmentation. Ce chiffre est en augmentation. Donc comment ça se passe, le contexte suisse, pour hospitaliser quelqu'un contre son gré? C'est ce qu'on appelle le PAFA, donc depuis 2013. Avant, ça s'appelait PLAFA, il y avait un petit L, c'était la liberté qu'on a perdue depuis 2013. Donc, il reste le placement à des fins d'assistance, donc qui est régi en fait par le code civil suisse. Donc, c'est pas très différent de ce qu'on peut trouver en France. Pour quels sont les critères? Il faut qu'il y ait un trouble psychiatrique, évidemment. Il faut qu'il y ait un danger pour soi ou pour autrui. Et puis, il faut qu'il y ait un traitement qui puisse améliorer l'état du patient dans un certain type de structure. Je laisse de côté les PAFA judiciaires, c'est la même chose, c'est la commutation en fait, de la peine de prison en hospitalisation. Donc voilà, ça c'est vraiment pour situer le contexte. Ensuite, pour ce qui est plus général, quelles sont les conséquences de l'hospitalisation sous contrainte? On a vu ça aussi ce matin, je repasse donc rapidement. Pour le patient, donc les études, c'est une étude qui est ancienne, j'ai pas notion qu'il y en ait une de plus récente, qui disait qu'en fait, pour le patient, 69% de son traumatisme sont liés à sa pathologie, et puis 24% au seul traitement, ce qui est quand même assez énorme. Il y a des études aussi, alors ça varie de 11 à 52%, qui disent qu'il y a un syndrome de stress post-traumatique, qui est directement lié à l'hospitalisation, mais surtout quand il y a usage de moyens de contrainte, donc les injections de force, l'isolement et aussi la contention. Par contre, il y a peu de littérature sur la contrainte en général, c'est-à-dire quand il y a un patient qui est hospitalisé simplement sous PAFA, mais sans avoir eu de moyens stricts de coercition. Donc pour le soignant, on l'a aussi bien vu ce matin, il y a le conflit éthique, je ne vais pas revenir dessus, cette double contrainte aussi, et puis l'obligation de soins, j'aime bien dire que quand il y a un placement sous contrainte, il y a une obligation de soins pour le soignant, parce que lui aussi, il est obligé de donner des soins. Alors, le patient est obligé d'en recevoir, mais le soignant, lui, est obligé d'en donner. Et c'est pas toujours facile à négocier aussi avec cette idée. Évidemment, pour la famille, parce que souvent, il y a de l'incompréhension, et elle ne trouve pas toujours les réponses non plus à ce qui se passe. Donc pour aller un peu plus dans le détail par rapport aux études, c'est des choses que vous connaissez, je pense que c'est pas nouveau. Les études montrent qu'effectivement les patients qui ont été contraints, et là encore c'est surtout pour les patients qui ont subi des contraintes physiques, qu'il y a des sentiments tels que l'impuissance, la colère, la perte de confiance en soi aussi,
la peur, l'anxiété, toutes sortes de sentiments finalement qu'on s'attend finalement à trouver. Et ces sentiments surtout persistent même après l'hospitalisation. Il y a des études par exemple qui ont montré que si le patient dans l'après-coup peut considérer que son hospitalisation était nécessaire, il se dit oui, finalement j'allais pas bien, il fallait que je sois hospitalisé, mais ils reviennent rarement sur les sentiments qu'ils ont vécus quand il y a eu contrainte. C'est quelque chose qui bouge peu finalement dans l'après-coup. Par contre, comme ça a été souligné ce matin par M. Jacob, il y a peu d'études qui concernent le vécu directement des patients. Il y a quelques études où effectivement il y a eu une interrogation des patients qui par exemple ont subi la contention ou l'isolement. Mais quant à chercher des études qui étudiaient vraiment le vécu du patient sous contrainte, si on fait abstraction de ces mesures extrêmes, il y a peu d'études. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas aller voir de ce côté-là, finalement. D'où ma question de recherche pour ma thèse, qui était quelles sont les croyances, attitudes et comportements, qu'est-ce que ça engendre finalement chez le patient ? Comment il se sent, lui, en subissant cette contrainte. C'est parti aussi d'une situation clinique que j'ai vécue quand j'étais assez jeune infirmière psy, où finalement on a été amené, je ne me rappelle plus pourquoi, à intervenir sur un patient où on nous a dit ce patient il faut qu'on le mette en isolement, il faut qu'on lui fasse une injection de je ne sais plus quel produit, et on s'est retrouvés à 6 là, à le contenir, à lui faire l'injection, puis on voulait le mettre en isolement et puis s'est échappé. Et puis, il s'est retrouvé en fait au fond du couloir, recroquevillé sur lui-même en position fœtale. Il dit, je veux pas y aller. Puis je me disais, mais qu'est-ce que nous sommes en train de lui faire finalement ? Qu'est-ce qu'on provoque chez lui ? Puis du coup, c'est aussi ce cheminement qui a produit cette question, de savoir finalement, mais qu'est-ce qu'il subit ? Quelle pression il vit ? Donc pour arriver à répondre à cette question, j'ai choisi un devis quantitatif qui est en fait qui vise à conceptualiser des données finalement empiriques, qui est la théorisation ancrée. On verra qu'il y a certains points communs avec ce qu'on a vu ce matin pour la phénoménologie, mais que finalement on s'en sépare un petit peu. Je m'y étendrai un peu plus tout à l'heure. Donc l'intérêt de la recherche, idéalement, c'était développer un modèle théorique des attitudes, croyances et comportements en lien avec la contrainte. Donc effectivement, on verra, j'ai développé un modèle. Et puis surtout, améliorer l'accompagnement des patients hospitalisés sous contrainte. Essayer de voir finalement et tenir compte des différents paramètres qu'ils subissent. Donc la sensibilité théorique, je reviens là-dessus parce que la théorisation ancrée en fait est une façon de conceptualiser des données dans un domaine où finalement il n'y a pas de savoir existant. Il ne devrait pas y avoir trop de savoir existant. Donc en fait, certains théoriciens de la première heure de la théorisation ancrée disaient il ne faut pas du tout faire de recherche, de recension des écrits, il faut arriver vierge sur le terrain pour justement pas avoir d'a priori et puis tout découvrir en fait. C'est impossible. On ne peut pas arriver sur le terrain quand on a une expérience derrière soi, on a forcément des idées, on a forcément des a priori, on a sa philosophie, des choses auxquelles on tient, etc. Donc en fait, c'est juste pas possible. Donc il y a certains autres auteurs qui ont dit on ne va pas faire abstraction ni tabula rasa, parce que ce n'est pas possible, de son propre savoir. Par contre, c'est très important de le mettre en évidence. D'où le chercheur part finalement et quelles sont les choses, entre guillemets, auxquelles il croit. Donc ça prend la forme des concepts sensibilisateurs. En ce qui me concerne, la posture du chercheur, donc ma posture, c'était d'éclairer en fait finalement ma vision du soin, alors par un modèle de science infirmière, Imogen King. On verra tout de suite pourquoi j'ai pris ce modèle-là, pour éclairer un petit peu le rapport en fait relationnel au patient. La relation thérapeutique, ça c'est un peu bateau de dire, c'est le pivot des soins en psychiatrie. Et puis la notion de pouvoir. Je pense qu'on ne peut pas être infirmier en psychiatrie sans, à un moment donné, et on l'a entendu encore ce matin, se dire, j'ai entendu parler tout à l'heure de toute puissance pour l'UMD, on ne peut pas ne pas interroger la question du pouvoir. Donc voilà, donc en premier, la théorie générale des systèmes de Imogen King. Ce que j'ai bien aimé dans ce modèle conceptuel, c'est qu'en fait le patient est au centre. Alors, on dit les tout maintenant centrés sur le patient, c'est aussi très, très à la mode. Mais en fait, il est imbriqué dans plusieurs systèmes qui sont qui exercent des pressions sur lui. Et lui, en fait, c'est lui aussi qui peut exercer des pressions pour résister à ce système. Donc c'est toute cette dynamique, en fait, qui me plaisait bien, en fait, de considérer. Et aussi le fait qu'il y a une interaction, en fait, mais ça, c'est des modèles de communication aussi. On sait très bien que quand on entre en relation avec quelqu'un, il y a sa perception, c'est ce qu'on
il y a ce qu'on va penser de cette perception, comment finalement je reçois quelque chose, j'en pense quelque chose, et par rapport à ça, je vais agir. Et ça, autant pour le patient que pour l'infirmier. Donc c'était tous ces modèles-là un peu que je voulais mettre en avant, et dans ma recherche, je me suis intéressée surtout à ce qui se passait donc, au niveau du patient, comment il perçoit les choses, et surtout quel jugement il en tire, ce qui va le conduire aussi à des actions. La relation thérapeutique, je ne m'étends pas dessus, hein, c'est vraiment dans une espèce de gradation, la relation de confiance, c'est vraiment le premier stade qu'on aimerait atteindre, surtout dans les situations de contrainte. Si on arrive déjà à faire ça, on est déjà pas mal. Et puis, à l'autre bout, le gold standard, l'alliance thérapeutique, où là, on peut vraiment travailler avec le patient. Et puis enfin, le pouvoir psychiatrique, on en a parlé aussi déjà. Foucault est quand même assez incontournable pour ce questionnement, mais il y a d'autres, il y a des auteurs encore aujourd'hui qui parlent de ce pouvoir. Alors qu'est-ce qui guérit la discipline? Parce que l'idée, c'était pour Foucault, par exemple, qu'il fallait attirer le malade, qui est en fait désordonné, puis par de la discipline, par des règles, par des rituels, finalement qui quitte cet état désordonné pour entrer dans le rond, en fait. Et puis la discipline permettait aussi l'élaboration des savoirs médicaux par une observation stricte du patient. Et puis ce qui guérit, c'est l'hôpital aussi, c'est les murs, mais dans cette même idée que finalement c'est un environnement protecteur pour le patient qui lui redonne en fait des normes, qui le remet en fait en gros dans un rituel de vie qui lui permet d'exister. C'est un peu l'idée. Donc ça, c'est des théories qui datent des années 70 ou 70, si je parlais comme les Suisses. Et qui, on pourrait se dire, c'est obsolète aujourd'hui, et de pouvoir psychiatrique, etc., quand on voit effectivement que toutes les recherches sont centrées sur le patient et tout, alors qu'en fait, comme dans les chiffres le montrent, on augmente en Suisse en tout cas, les hospitalisations contraintes sont en augmentation, et la question du pouvoir s'interroge encore toujours. Donc la méthodologie de la théorisation ancrée, les premières étapes, vous les reconnaissez, la codification, la catégorisation, la mise en relation. Là où on fait un petit saut de compréhension supplémentaire, c'est qu'après la mise en relation, il y a ce qu'on appelle l'intégration, où on va essayer en fait, de se détacher du pur discours du patient pour retenir les catégories et essayer de voir finalement quels phénomènes émergent. C'est ce qui va nous permettre de modéliser et puis ensuite de théoriser. Et alors là, attention, je crois qu'il y a une super animation. Voilà. Attention, ça continue, c'est pas fini. Voilà. Tout ça pour montrer qu'en fait, c'est pas du tout un processus linéaire. C'est qu'on va passer la codification d'un entretien, puis on va faire une catégorie, puis on va revenir, on va recodifier, etc. C'est en fait un mouvement perpétuel. Donc moi, j'ai fait ma super animation. Il y en a d'autres qui ont fait ça beaucoup mieux. Voilà, cette espèce de progression en fait, de processus en spirale. Voilà, je m'étendrai pas sur la méthodologie. Juste encore pour vous dire que comme c'est une recherche qualitative, il y a aussi des garde-fous en fait, pour garantir la rigueur de la méthode avec le journal de bord. On parlerait aujourd'hui, pour être dans l'air du temps, de la traçabilité, d'où est parti le chercheur, comment il est arrivé là où il est arrivé, etc. Donc ça se fait par le journal de bord, où le chercheur écrit en fait à chaque fois, après chaque entretien, ce qu'il a ressenti de l'entretien, comment ça s'est passé, etc. Il y a un verbatim, c'est-à-dire que l'entretien, j'ai en fait retranscrit mot à mot tous les entretiens pour pouvoir justement faire ces codifications, et puis des guides. Donc ça garantit la rigueur de la méthode et surtout la transparence de la recherche. Il y a quelques dangers quand même justement pour cette méthode. Par exemple, le choix de l'échantillon théorique, parce que quand est-ce qu'on arrête une recherche en théorisation ancrée? C'est quand on a ce qu'on appelle la saturation théorique. C'est-à-dire que finalement, on s'aperçoit que le fait d'interviewer de nouvelles personnes n'apporte pas de données nouvelles. Puis là, ça s'arrête, normalement. Moi, j'ai 11 patients. On verra tout à l'heure que c'est peut-être aussi une des limites de cette étude. Peut-être que si j'en avais interviewé 20, j'aurais encore trouvé peut-être 2 phénomènes ou d'autres, je ne sais pas. Donc c'était une des limites. Je ne vais pas les reprendre toutes, mais les préjugés du chercheur, par exemple, ou le going native aussi, c'est sur la dernière ligne, c'est en fait la tentation de se mettre à la place d'eux et puis de commencer finalement à interpréter en fonction d'eux, parce que je l'ai beaucoup moi lutté contre ça, parce que comme j'ai une longue expérience plutôt que grande, mais une longue expérience en tant qu'infirmière psy de terrain, les patients délirants par exemple, je m'apercevais que je faisais malgré moi, je l'ai pas vu de suite, mais
une espèce de censure en me disant bah, ça c'est du délire, je ne vais pas prendre en compte, etc., etc. Or justement pas, parce qu'il y a des pépites entre guillemets qui sont sorties même dans des discours délirants. Et ça en fait, comment lutter contre ça, bah, c'était les supervisions avec mes directeurs de thèse que j'ai rencontrés beaucoup à ce moment-là pour justement être attentif à ne pas me censurer. Donc la collecte et l'analyse des données s'est faite donc en Suisse, dans le canton de Vaud, dans la ville d'Yverdon-les-Bains, sur 11 patients, un échantillon de 11 patients, avec les critères d'entrée, en fait, c'était que le patient soit hospitalisé depuis moins de 15 jours, idéalement moins de 6 jours, pour que le vécu, en fait, de son entrée à l'hôpital soit encore frais. Et puis l'exclusion, c'était, je n'ai pas interviewé de patients qui étaient sous mesure de contrainte, donc qui étaient en isolement ou qui étaient en contention, évidemment, je ne suis pas allée dans les chambres d'isolement. J'ai eu un seul patient que j'ai interviewé qui était qui avait un protocole de sortie d'isolement, donc il avait des plages horaires où il était dehors de la chambre. J'ai pu l'interviewer à ce moment-là, mais sinon je n'intervenais pas quand il y avait des mesures en place. Donc voilà, la saturation de thyroïde qu'on a vue. Voilà, alors, les résultats maintenant. Ce qui est apparu, c'est que finalement, après codification, après tout ça, tout ce travail, il y a 6 phénomènes qui sont sortis de cette recherche. Le premier phénomène, c'est la rupture. Tous les patients, en fait, ont quelque chose à dire quant à la manière dont ils sont arrivés à l'hôpital et de ce que ça a représenté pour eux, cette arrivée à l'hôpital. C'était assez intéressant de voir que, à leur manière, tous, ils avaient quelque chose à exprimer sur cette question. Alors, ça a donné des sous-catégories, comme par exemple l'extraction. Les patients se sont vraiment sentis arrachés. Donc là, l'épée entre parenthèses, c'est simplement l'ordre des patients dans lesquels je les ai vus. P3, par exemple, c'est le 3e patient que j'ai interviewé. Donc vous verrez, je ne leur ai pas donné, des fois où on voit des noms de fleurs ou des noms de... J'ai juste mis des P. Donc voilà, l'extraction, par exemple, ils m'ont attrapé, ils m'ont enlevé, ils m'ont arraché, comme on arrache une plante de la terre. Et l'incompréhension aussi, parce que finalement, comme P2, ils ont appelé l'ambulance et je ne savais pas vraiment ce qu'ils voulaient. Lui, par exemple, il pensait qu'on allait le tuer dans l'ambulance, il ne l'avait pas trop capté. Il était vraiment dans un grand sentiment de détresse. Empêcher le patient, on est un peu ils ont des choses à faire et puis on les empêche de les faire. Donc là, en ce qui concerne P1, par exemple, il avait tout un rituel de purification. Il m'expliquait qu'il fallait qu'il prenne de l'eau et qu'il fasse ses ablutions. Et alors que là, c'est le patient que j'ai vu, en fait, qui était sous protocole de sortie de chambre d'isolement. Et puis, il n'avait pas accès à un lavabo. Il ne pouvait pas faire toutes ces ablutions. On l'empêchait vraiment de tourner en rond. La perte de contrôle, notamment par rapport au fait finalement de devoir être à l'heure, au repas, de demander la permission pour faire les choses. Je me suis sentie comme une marionnette avec une perte totale de maîtrise de ma vie, disait P5. Et puis pour finir, dans ce phénomène de la rupture, la stigmatisation aussi, l'impression d'être une bête curieuse, des choses auxquelles finalement on peut aussi s'attendre, on verra dans la discussion que c'est assez congruent aussi. Donc voilà, ça c'est pour le premier phénomène. Ici, je vous ai mis le tableau en fait avec donc les phénomènes, le phénomène de la rupture avec ses catégories et puis dessous les sous-catégories. Et juste si j'en prends un, pour empêcher par exemple, il y a le trou que ça représente en fait dans le cours de la vie. Il y a un patient qui a dit lors d'une interview que c'est un manque à penser. L'hospitalisation, c'est un manque à penser pour moi. Je suis là, mais ouais, c'est comme si à un moment donné, il y a un trou. Donc le deuxième phénomène, c'est la judiciarisation du lien, avec un vocabulaire qui était très centré sur le vocabulaire de la justice, où les patients, en fait, ils font une analogie entre les deux milieux. Je suis en prison, par exemple, j'ai commis une faute. Et donc là, les catégories, c'est l'objection, parce que comme il y a une faute, il y a une objection, non, je ne suis pas coupable. Et donc les patients ont dit, je n'ai pas tué, je n'ai pas volé, je ne comprends pas ce que je fais là, en gros. Le jugement aussi, je me trouve ici contre mon gré. C'est comme s'il y avait eu un jugement dont en fait ils n'ont pas du tout ils sont pas du tout partie prenante. La peine enfin, parce que la peine c'est l'hospitalisation. En gros, finalement, tout ça pour terminer à l'hôpital. C'est des mensonges éhontés, une espèce de défense et aussi dans vraiment le vocabulaire qui est employé entre eux où le patient navigue ne sachant pas finalement à qui il a réellement affaire. Est-ce qu'il a affaire au milieu judiciaire ou est-ce qu'il a affaire au milieu de soins? Une patiente aussi qui devait sortir, qui m'expliquait que le médecin était d'accord pour qu'elle sorte, et puis au dernier moment, l'autorité tutélaire avait dit non, il n'est pas question, elle ne sort pas. Puis du coup, elle était complètement entre les deux. Qui décide à la fin?
Donc là, pareil, je vous ai mis un petit tableau avec les différentes sous-catégories. Et voilà. Un autre phénomène, c'était je l'ai nommé la nébulose du il, qui s'est apparu assez tardivement, mais en faisant des croisements dans le verbatim, où finalement les patients en fait évoquaient souvent ce il, et j'ai regardé, en fait, je vais vous la livrer telle quelle parce que je trouve qu'elle est pas mal, la définition tout simplement dans le dictionnaire. Le il, alors c'est un nombre indéterminé de personnes qu'on préfère ne pas mentionner ou qu'il est inutile de nommer, mais que l'on tient pour responsable de l'action désignée par le verbe. Effectivement, et du coup, après, j'ai cherché à savoir auprès des patients, c'est quoi ce « il ». Et finalement, ça pourrait être finalement la manifestation du désir de l'autre. Le « il » représente finalement une emprise sur le patient, parce qu'ils décident de sa vie. Par exemple, ils ont eu peur que je cause, donc c'est pour ça qu'il a été hospitalisé, ou s'ils estiment que c'est la meilleure des choses à faire, on leur laisse aussi le pouvoir. Et puis par l'atteinte personnelle aussi, en tant que le « il », justement, ces personnes, plusieurs personnes qui veulent en fait du mal aux patients. Parce que, par exemple, ils ont fait exprès d'être un peu agressifs. Comme ça, ce patient expliquait qu'il a été agité dans la salle d'isolement, dans la chambre d'isolement. Et puis, mais ils ont fait exprès parce qu'ils voulaient que je continue de rester dans la chambre d'isolement et à ce il. Et puis, c'était drôle parce qu'à un des patients, j'ai demandé, mais c'est qui il ? Il me dit, mais il, c'est eux. Enfin, c'est logique. Ok. En fait, c'est le il, comme on a entendu, c'est le il tout-puissant, en fait. C'est le système tout-puissant. Donc là, pareil, la volonté supérieure, effectivement, et l'atteinte personnelle. Le quatrième phénomène, c'est le cadre. Ça aussi, c'est intéressant dans le sens où c'est vraiment comment le rapport du patient à l'hôpital et à l'hospitalisation. Et le premier, c'est le rapport à soi. Ils ont été nombreux à dire qu'ils étaient obligés, finalement, je l'ai entendu dire aussi tout à l'heure, de se regarder, en fait, de conscientiser ce qui leur arrivait et puis d'être face à eux-mêmes, obligés de se regarder. Je suis obligée d'y penser, j'étais obligée d'y penser, etc. Ou je veux dire, par exemple, une vie de schizo-affectif, c'est pas facile, moi je suis comme une éponge, c'est difficile. Vraiment ce rapport, du coup, qui fait que la personne est obligée de se regarder. Donc le rapport à la situation aussi, c'est comment il va négocier avec ce nouvel environnement. Et dans les circonstances actuelles, il ne m'est pas possible de voir bien loin. En fait, c'est comme si c'est aussi en lien avec la rupture, c'est que on ne sait pas trop, alors du coup on navigue un petit peu entre deux eaux. Ma patiente m'a dit, là je nage entre deux eaux, je ne sais pas trop. Et puis les croyances qui sont liées aussi à cette hospitalisation, donc sous PAFA, je rappelle tous les patients là ils sont sous contrainte et ils ont un PAFA. Donc les croyances, c'est finalement que c'est un critère de gravité aussi. C'est que je pense que là j'ai passé un certain stade entre guillemets de gravité. C'est que si je suis hospitalisée sous PAFA, c'est que c'est grave, c'est qu'ils veulent plus. Alors il y a un patient qui m'a dit aussi, ça veut dire que je suis exclue de la normalité, ils veulent plus que j'aille travailler, par exemple. Il y a cette notion d'exclusion. Et puis aussi ce qui était intéressant, le rapport au temps, c'était assez difficile de cerner le moment des fois quand le patient parlait, parce qu'en fait, et c'est congruent à ce que je disais tout à l'heure sur les études qui disaient que le patient échange souvent de sentiments par rapport à la nécessité de l'hospitalisation, mais pas forcément par rapport aux sentiments vécus, c'est que, quand par exemple le PA me parlait de son hospitalisation, je ne savais pas laquelle il parlait, celle actuelle ou celle d'il y a 3 ans, ou depuis 78, ils ont gâché ma vie depuis 78, et du coup il y a eu une vingtaine d'hospitalisations. Donc c'était un espèce de rapport, un espèce d'aller-retour dans la propre histoire du patient qui parfois était difficile à suivre. Et puis quand même l'après-coup, où on retrouve cette idée qu'effectivement, finalement, je pense que ça m'a fait du bien, j'étais un peu perchée, il fallait que je redescende, où il y a quand même en fait cette confrontation au cadre qui amène le patient dans un après-coup, dans le cadre. Et ça, c'était assez intéressant. Donc là où je mets aussi le petit tableau, l'après-coup, la boucle en fait de l'espace-temps. Le cinquième phénomène, c'est la stratégie pour une bataille. Et finalement, tout ce que le patient va mettre en place pour justement réagir à ce qu'il est en train de vivre. Donc il y a plusieurs manières vers la victoire. Et la victoire, en fait, ce qui est apparu, c'est que la victoire, c'est la sortie.
Enfin, on verra tout à l'heure que c'est apparu un peu comme une catégorie centrale où tout tournait autour de ce but à atteindre. Donc quelles sont ces manœuvres finalement? Il y a d'abord les attitudes qui peuvent être de différentes sortes, soit la passivité, soit la résignation, on se fait une raison, ou je me réfugie dans le sommeil par exemple. Ou le fait de ne pas dire, pour ne pas subir de représailles. Il y a beaucoup de patients qui, pendant les interviews, m'ont dit « Ouais, mais vous en parlez pas, hein, parce que sinon ils vont encore me garder, par exemple. » C'est des choses qu'on a certainement tous entendues quand on est infirmière aussi. La manœuvre vers la victoire, les comportements. Donc là, c'est vraiment mettre en acte, réagir en acte face à la pression. C'est plus on me met de pression et plus j'ai envie de sortir du cadre. C'est aussi tous les comportements de fugue, par exemple, ou ramener de l'alcool dans le service, enfin s'opposer en fait, à la contrainte. Et puis en ultime, le combat. Donc c'est tout casser en fait. Au début, je cassais tout ici, j'ai même réussi, c'est comme une sorte de gloire, j'ai réussi à péter la porte blindée de la chambre d'isolement, mais tellement il y avait de haine en moi, et en fait c'est des choses qui se sont exprimées ainsi. Donc voilà les comportements. Et puis le dernier, c'est le mythe du bon patient. Finalement, au bout du compte, même si en fait il y a des allers-retours, on va le voir tout de suite, il y a une espèce de construction du mythe. Finalement le patient il se demande, mais finalement qu'est-ce qu'on attend de moi? Qu'est-ce qu'on veut de moi? Et il construit finalement ce qu'il pense qu'on attend de lui. J'en ai mis une là, P2, c'est que je me sente bien, je pense. Il y en a d'autres qui me disaient mais que finalement je sollicite des entretiens, que je montre de la confiance, par exemple. Être aussi, il faut que je reste les pieds sur terre parce que j'ai tendance à être trop dans la lune. Donc il faut que je montre que je puisse aussi être plus terre à terre. Mais ça allait quand même aussi jusqu'à il faut que je change de personnalité. C'est un peu dur à entendre aussi, de se dire oui, le patient il pense qu'il faut qu'il change de personnalité. Et puis faire juste pour finir, voilà, de montrer en fait de montrer qu'on peut effectivement rester tranquille mais ça ne marche pas toujours parce que des fois le patient fait ce qu'il veut, notamment le patient qui était en isolement avec plan journalier, qui sortait quelques heures par jour et disait mais voilà je fais tout, je prends mes médicaments, je me lave, etc. Et pourtant je suis quand même encore là. Enfin voilà, quelque part il y a une espèce de c'est pas toujours efficace. Donc voilà, le contrôle de soi, etc. Je reprends un peu les sous-catégories, mais c'est pas ce que j'ai fini. Alors, comment modéliser tout ça, finalement? Alors, j'ai proposé ce modèle-là, en lien avec ce qu'a dit une des patientes, qui disait, finalement, ce que c'est une machine de PAFA. Puis du coup, je me suis dit, tiens, pourquoi pas montrer comme une machine à laver, un tambour, et montrer un peu les phénomènes. C'est simplement une modélisation, hein, ça vaut ce que ça vaut. Et finalement de mettre tous les phénomènes en rapport parce que ils sont ça tourne en fait. Ils sont pas, on peut pas dire il y a d'abord la rupture, la judiciarisation du lien, l'huile, etc. C'est en fait un constant mouvement et les pressions sur le patient sont aussi constantes. Tout ça en fait pour arriver à extraire la catégorie centrale qui a émergé au bout du compte et qui est transverse, c'est sortir, c'est vraiment sortir à tout prix. Du coup, là, j'ai fait une modélisation en forme de... Je voulais mettre encore la machine de PAFA, en fait, comme m'a dit une des patientes. Donc la discussion, maintenant, une fois qu'on a ces données, dans le processus de la théorisation ancrée, on va recroiser finalement avec le savoir existant. Qu'est-ce qu'on peut mettre en lien une fois qu'on a sorti ces catégories par rapport à ce qui existe dans la littérature? Donc là, il y a un retour à la littérature, et puis finalement, il faut chercher. Et je vais vous en donner quelques-uns. Par exemple, sur la rupture, ce qui ressort, c'est cette incertitude. C'est presque attendu, mais ça nous permettrait aussi, en tant qu'infirmier, d'être un peu plus sensible et de travailler sur cette incertitude. Et pour justement aller la chercher, aller voir si le patient il est dans cet état ou s'il est effectivement... s'il a besoin de précision, etc. L'inconfort aussi, qui est lié à une espèce de mal-être lié à la situation. Et je voulais juste vous lire parce que je trouvais que c'était assez... Où est-ce que je suis là? Non, c'était pas là. Voilà. Donc ça, c'est pour le premier.
Pour la judiciarisation du lien, on va retomber sur l'altération de la relation thérapeutique parce que le patient, effectivement, il sait plus trop à qui il a affaire. Donc, on est dans une relation de confiance qui est mise en péril. Et d'être attentif à ça aussi, de bien clarifier les choses, ça peut être assez intéressant. Les rapports de pouvoir, évidemment, on retombe toujours là. Parce que le patient, justement, il ne sait pas toujours qui le détient. Qui détient ce pouvoir et vers qui, en fait, il doit s'adresser pour, justement, placer sa doléance. Il y a un empiètement, en fait, du pouvoir judiciaire sur le pouvoir médical, d'une certaine façon. Et le patient, lui, il est finalement en bout de course, et c'est lui qui le ressent ça. Le soignant devient à ce moment-là, mais on l'a tous aussi vécu, je pense, comme un peu le bras de la justice. C'est lui qui est là nous, on est soignants et puis on est là pour appliquer la justice. Et puis on dit mais non, c'est pas nous, on peut rien faire en fait. Voilà, c'est pas nous qui avons décidé. En gros, d'où je n'ai rien fait de mal, la perte de liberté, etc. Pour le heal, ça renvoie plus là à des choses comme la stigmatisation aussi, effectivement, il y a il et il y a nous, enfin, il y a il et il y a les patients. Le pouvoir social, toute la question aussi, on en a pu débattre un peu ce matin, de la psychiatrie en tant que régulateur social, où est-ce qu'on se place, où est-ce qu'on la place, et nous, dans le chaînon, où est-ce qu'on se situe aussi. Et puis, ce que j'ai trouvé aussi assez intéressant, c'est l'interprétation avec des auteurs qui décrivent des paranoïas de situation, des paranoïas situationnelles, liées en fait vraiment au sentiment de persécution qui intervient pendant les hospitalisations sous contrainte. Ce n'est pas des patients qui sont psychotiques, paranoïaques, mais qui vont développer une paranoïa situationnelle. C'est assez intéressant parce que du coup, c'est pas du tout, on ne parle pas ici de structure psychotique, etc., mais vraiment du sentiment de persécution qui est lié à l'hospitalisation. En ce qui concerne le cadre, donc on a vu que c'était vraiment le patient qui était confronté à lui-même et qui se retrouvait à devoir se regarder. Ça entraîne la surcharge. Il y a certains auteurs qui parlent aussi de burn-out dans ces situations-là, ce qui je trouve assez intéressant dans le sens où c'est lourd à porter, c'est vraiment pesant. L'hospitalisation, non seulement il y a le fait qu'elle est sous contrainte et que le patient finalement il se retrouve à ne plus décider ce qu'il veut pour lui, mais en plus il doit changer, il doit se regarder, il doit comprendre des choses et c'est très lourd, ce qui peut engendrer aussi du stress. Ça c'est assez flagrant. Ensuite, pour la stratégie, en fait, la stratégie, c'est une tendance une tentative de coping, une tentative de redonner du sens un peu à ce qui se passe. Et puis, je voudrais lire la petite, parce que je trouvais qu'elle était assez bien. Finalement, aucune stratégie de coping n'est efficace en soi. Il n'y a que peu de choix. Accepter et être d'accord. Dans ce cas-là, la contrainte est perçue comme une protection. Se battre et résister. Dans ce cas-là, la contrainte est associée à la perte de contrôle de la situation. Ou se résigner et laisser faire, quand le patient finalement a compris que résister, ça ne servait à rien. Donc le patient navigue un peu entre ces trois aussi stratégies, et ça peut aussi être intéressant de repérer aussi où finalement il se situe. Et puis en dernier, le mythe du bon patient, il y a aussi l'affaire de la résignation et la normalisation, c'est-à-dire que finalement, est-ce que c'est, donc Johansen, là, dans le texte, il parle de résignation opportuniste. Finalement, le patient, il se montre résigné parce qu'il a l'impression que c'est ce qu'on attend, et puis c'est pour sortir. Et puis on a finalement, au niveau de l'engagement thérapeutique, on n'a pas vraiment, c'est des patients qu'on revoit parce qu'on a un peu, on n'est pas dans l'alliance. Ils ont juste fait, en fait, ce qu'il fallait pour qu'on les laisse sortir. Et puis la normalisation, qui est, en fait, de jouer le jeu des règles. Holmes qui travaille beaucoup sur justement tout ce qui est contrainte, plus dans le milieu aussi forensique, mais du coup effectivement de jouer le jeu des règles et puis pour finir pour sortir. Il y a quand même l'après-coup aussi que j'ai pas noté, mais tout ce qui est que finalement où le patient il est dans l'acceptation, on peut aussi avoir certains patients qui disent finalement au final c'était plutôt bien d'être hospitalisé. Donc les limites et les forces de cette étude. Finalement, la crédibilité, c'est est-ce que ça répond à la question, est-ce que finalement l'étude répond bien à la question posée. Donc pour attester de la crédibilité, j'ai montré les résultats. En fait, j'ai organisé un focus group auprès du GRAP, qui est une association, un groupement en fait d'associations, une association qui regroupe des anciens patients psychiatriques. C'est exactement le groupement d'action
groupement d'accueil et d'action en psychiatrie, GRAAP. Donc ils sont basés à Lausanne, mais ils interviennent sur toute la Suisse romande. Et donc j'ai eu un groupe de patients qui avaient été hospitalisés sous contrainte. Je leur ai présenté mes résultats. Et en fait, au bout d'un moment, il y en a une qui est sortie parce que c'était trop dur pour elle. Elle a pleuré, elle est sortie. Puis la personne de contact est retournée la chercher. Enfin, elle a dit si elle revient, sinon pas. Puis elle a accepté de revenir. Et puis elle a dit mais c'est parce que c'est trop dur pour moi d'entendre ce que j'ai vécu aussi, et ça m'a replongé, moi, de quand j'étais hospitalisée, tout ça, ça m'a vraiment oppressée, puis elle était vraiment en sentiment d'angoisse, alors qu'elle avait été hospitalisée 4 ans avant. Donc c'était des choses qui s'étaient passées 4 ans avant, et l'émotion, elle était vraiment palpable, elle était encore là. Donc pour la crédibilité, je pense que c'est OK. La transférabilité, c'est est-ce que finalement on pourrait transférer cette étude à une autre population qui est dans le même contexte? Est-ce que, par exemple, si on la faisait ici, à Mondor, est-ce qu'on obtiendrait les mêmes résultats? C'est là où il y a peut-être une limite, parce que j'ai eu 11 patients. Peut-être qu'il faudrait renouveler l'étude pour justement montrer qu'elle est transférable ou pas. Je ne peux pas trop répondre à cette question. Je suis arrivée à une saturation des données parce que finalement les nouveaux patients me redisaient un peu la même chose. Après, il faut que je sois honnête aussi. Il y a des critères de temps aussi dans un doctorat. Je ne pouvais pas filmer de 4 ans non plus pour trouver, mais j'ai quand même eu 5 minutes, d'accord. Mais j'ai presque fini. La fiabilité, finalement, est-ce qu'il y a une uniformité des résultats, c'est-à-dire ce qu'on appelle la cohérence interne? Donc ça, c'est finalement la démarche en elle-même qui est supervisée, qui permet de montrer fiable tous les outils dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui sont tout à fait disponibles, le journal de bord, etc. La confirmabilité, est-ce que ça teste en fait l'objectivité? Ça paraît, ça se montre en fait dans les supervisions. Donc voilà les limites et les forces de cette étude. Les recommandations, c'est quand on fait une thèse, on nous demande toujours de finir par des recommandations pour les trois niveaux pratique, recherche et formation. Pour la pratique, je pense que ce serait assez intéressant de pouvoir essayer comme ça de repérer où se situe le patient dans cette machine de PAFA. Peut-être qu'on pourrait axer à ce moment-là plus les soins autour de ce qui relève du coping, de ce qui relève effectivement, pour ne pas passer à côté en fait de cette acceptation opportuniste d'une hospitalisation où finalement on se dit bon, on va le laisser sortir, et puis mais on n'a pas travaillé finalement avec lui l'alliance thérapeutique. On n'est pas dans l'alliance, on n'est peut-être même pas dans la confiance à ce moment-là. Pour la recherche, ce serait essayer de voir si c'est un modèle qui tient la route, autre que juste ma petite expérience là de thèse. Est-ce que c'est un modèle qui pourrait expliquer des choses, qui pourrait être opérationnel par exemple? Parce que là c'est une thèse de recherche pour l'instant. Est-ce qu'on peut faire quelque chose avec ça? Et puis pour la formation, peut-être effectivement servir de ça pour introduire les notions en formation continue, par exemple, partir de ce modèle-là pour essayer de voir, de faire des partages d'expériences, par exemple. En conclusion, je reprendrai donc effectivement comprendre pour guider, sortir comme une survie pour le patient, puis je voudrais reprendre l'image de la marionnette, parce que j'ai beaucoup aimé cette image que m'a donnée cette patiente, que ça se sentait vraiment comme une marionnette. Puis je me suis dit, mais finalement, la marionnette, c'est effectivement, elle s'est sentie guidée. Mais si on prend les choses d'une autre façon, la marionnette, c'est aussi donner vie à un pantin. C'est pas seulement on fait de lui ce qu'on veut, mais c'est peut-être donner vie à un pantin pour à un moment donné couper les ficelles pour qu'il parte tout seul. Et je me disais, je trouvais l'image assez jolie parce que peut-être notre travail, c'est ça, c'est arriver à animer peut-être, et puis à un moment donné couper les ficelles pour que c'est pour la note un peu optimiste de la fin, et puis qu'on puisse couper ces ficelles pour le patient, et puis qu'il puisse justement être lui-même maître de sa vie. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Marilyn. J'entendais quelques murmures là, de temps en temps. Donc, en fait, moi, je pense à plein de choses là, en écoutant ça. Oui. Par contre, j'aimerais plutôt donner l'opportunité aux gens dans l'auditoire de commenter ou de peut-être voir justement, vous posiez la question, est-ce qu'il y a quelque chose à faire avec ça, par exemple? Il y a beaucoup de gens qui sont en milieu clinique ici. Est-ce qu'ils peuvent voir une certaine application de ce type de résultats? Donc, j'aimerais ouvrir la discussion. Je voulais juste une précision. Est-ce qu'il y a des programmes de soins dans le milieu que tu as à vie, dans le milieu que tu as étudié?
Des programmes de soins dans quel sens? Une fois que le patient est sorti, s'il vient là, on va le chercher, on le ramène. C'est-à-dire que même sorti, il reste dépendant de l'institution psychiatrique. Alors, oui. Ça existe en Suisse ou... En Suisse, il y a aussi cette notion dont on a entendu parler, le parcours de santé du patient. D'enfermement, oui. Non, mais même le parcours de santé, c'est-à-dire prendre le patient en fait dans son... de considérer finalement, en tout cas le service où j'ai fait ce recueil à Yverdon, a une position assez systémique des choses, donc c'est sa philosophie, et considère que finalement l'hospitalisation c'est juste un moment, une étape du patient, et puis qu'il est inséré finalement dans toute la théorie de la systémique à l'extérieur dans son milieu, et puis qu'on fait un suivi. Mais souvent les patients qui sont hospitalisés sous PAFA, ils échappent à ce maillage. Ils sont en dehors de ça, et puis justement le fait qu'on n'arrive pas à développer une alliance thérapeutique, fait qu'ils sortent et puis ils échappent de nouveau au système et puis quand ça va moins bien, ils reviennent dans le système. Et tout le travail, je trouve, c'est effectivement d'arriver à les mailler un peu. Voilà, la loi de 2011, elle prévoit des programmes de soins pour qu'on ne soit pas obligé d'aller courir après les gens, qu'on puisse les réhospitaliser. S'ils ne vont pas bien, c'est-à-dire que même sortis de l'hôpital, ils restent encore sous la dépendance de l'hôpital. Et comme ce n'est pas lié à une temporalité, au bout de 10 ans, 15 ans, 20 ans, on peut imaginer qu'ils sont encore dépendants de l'hôpital. Oui, oui, tout à fait. Oui, je ne sais pas s'il y a une... il peut même y arriver, mais je ne sais pas si ça existe en France, hein, vous me direz. Il y a la contrainte de soins qui peut être aussi post-hospitalière. Ici aussi... Ah oui, c'est ça, oui. Voilà, c'est ce qu'on appelle les programmes de soins, ouais. Ok. Bon, ça existe aussi là-bas. Mais c'est pas courant en fait. Faut vraiment que ce soit vraiment la dernière limite en fait que ce soit mis en place. Oui, bonjour. Bonjour. Moi, je suis cadre de santé en centre médico-psychologique. Je voulais juste savoir, est-ce que les directives anticipées en psychiatrie existent en Suisse? Oui. Justement, on a eu une discussion hier, c'était assez intéressant parce que je posais cette question exactement, mais pour la France. Et on me répondait, mais ici, on sait ce qu'on me répondait, que ici c'était un peu difficile parce que directives anticipées étaient très connotées phase terminale et soins palliatifs. En Suisse, pas du tout. En Suisse, les directives anticipées en fait, se travaillent avec les patients psy dans le cadre, par exemple, de programmes ou de crise. On va dire, tiens, si vous devez revenir de nouveau en crise, qu'est-ce qu'on fait? Puis alors, on construit avec le patient ces directives anticipées pour les futurs cas éventuellement de crise. Et c'est pas du tout connoté soins palliatifs. Parce que ça peut être, par exemple, c'est plus connoté perte de capacité de discernement. Ou finalement, c'est si je peux plus discerner pour moi-même, qu'est-ce que je veux? Que ce soit parce que j'ai fait un accident de la route et que je suis en coma, ou parce que je fais une crise en psychiatrie, ou parce que je suis en fin de vie. Peu importe. Et est-ce qu'elles sont efficaces? Est-ce qu'il y a un impact sur l'alliance thérapeutique en cas de crise, hospitalisation? Oui, je pense. Parce que après ça dépend comment c'est fait aussi, mais l'exemple que j'ai, c'est par exemple au CHU, centre hospitalier universitaire du canton de Vaud, donc d'où dépend c'est Lausanne, et où ils ont mis en place justement ce programme. Et je trouve hyper intéressant parce que le patient il peut dire non, moi la prochaine fois que je reviens, je veux surtout pas qu'on fasse de contention, je veux surtout pas d'injection forcée par exemple. Voilà. Mais on lui dit bon ok, tu veux. Non, tutoie pas, mais vous voulez pas. Mais si vous êtes là et puis que vous menacez, et puis que vous commencez à taper sur quelqu'un parce que vous êtes dans votre crise, qu'est-ce qu'on fait vraiment? Puis là, on peut commencer à discuter. Oui, effectivement, dans ça là. Voilà. Et je trouve que quand c'est fait comme ça, moi, je trouve que c'est une super approche pour justement aussi responsabiliser le patient et pas finalement qu'il soit comme disait Dominique tout à l'heure, tout d'un coup, paf, on le extrait de chez lui et puis il revient et voilà. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres commentaires? Jean-Marie. Déjà, merci pour ce travail qui est une belle production de savoir, je trouve. Ma question, c'était est-ce que vous avez fait une analyse par personne et que, si c'est le cas, est-ce qu'il passe par toutes ces catégorisations? Est-ce qu'il y a des liens qui sont très différents d'un individu à l'autre? Non, alors en théorisation ancrée, justement, on ne fait pas d'analyse par personne. D'accord. C'est vraiment, on extrait le discours et puis on ne fait pas d'analyse par personne pour l'émergence des phénomènes. Après, on peut revenir effectivement parce que le verbatim. Ça pourrait être intéressant. Oui. Aussi. Voilà, de savoir effectivement où ils sont. Tout à fait, mais je ne l'ai pas fait. Ok.
Oui, Slimane Zerouk, je suis infirmier et je voulais simplement faire un commentaire et voir si vous partagez mon point de vue. En vous écoutant, je repense un petit peu à ce qu'on arrive à dire constamment, c'est-à-dire faire l'éloge de la différence. Et j'ai l'impression que vous nous dites, et c'est un peu ce que je pense déjà depuis un moment, que ce qui est peut-être plus difficile, c'est de voir en l'autre un semblable qui partage une même condition humaine. Et à partir de ce postulat, j'ai l'impression que la rencontre peut être possible. Et justement, on peut à ce moment-là, comme vous l'avez fait, se mettre entre guillemets dans la tête de l'autre. Alors je partage le point de vue effectivement, de considérer l'autre comme différent. Après, moi j'ai beaucoup de mal avec le concept d'empathie, de se mettre à la place d'eux, parce que moi je pense qu'on ne peut pas, on se met à la place d'eux, mais avec ses propres clés. Donc c'est pas possible tout à fait. Mais oui, je suis bien d'accord, que c'est à partir du moment où on voit l'autre, non plus comme un malade psy, etc., qu'effectivement on peut commencer à travailler.